L'honorable député de Beauharnois-Salaberry. Merci, M. le Président. Merci. Je suis très fière de pouvoir me lever en chambre pour appuyer la motion déposée par ma collègue d'Halifax qui porte justement sur la reconnaissance du Canada par rapport aux efforts à effectuer pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, reconnaître le fait que les changements climatiques ont des conséquences très graves et qu'il faut faire des efforts pour s'y adapter. Monsieur le Président, notre débat aujourd'hui donc porte sur la plus importante crise environnementale et économique de tous les temps. Face à cette crise, chacun d'entre nous peut agir selon sa conscience ou bien ignorer les faits, comme le font les conservateurs. Donc. Et malheureusement, ce gouvernement a opté justement pour la deuxième option. Sauf que son choix, c'est le sien pour lui, mais ça a des impacts pour toute la population, nous tous qui payons les conséquences de ce choix irréfléchi. Le climat de la planète se réchauffe et c'est une réalité indéniable qui touche de plein fouet le Canada. Depuis 1948, la température annuelle moyenne au Canada s'est élevée de 1,3 degrés Celsius, un taux de réchauffement beaucoup plus élevé que dans la plupart des autres régions du monde. Les précipitations abondantes et les inondations ont augmenté dans la plupart des villes canadiennes. Au Québec seulement, les indemnisations versées par les compagnies d'assurance dans les cas d'inondations et de tempêtes ont augmenté de 25 depuis 2001. C'est dans le nord du pays qu'on voit les effets les plus dramatiques. Fonte du pergélisol, par exemple, cette couche de glace qui se trouve dans le sous-sol arctique et qui veut dire un impact sur la solidité des constructions. Fonte des glaciers, réduction de la couverture de la glace de mer, impact sur les mammifères marins et les ours polaires à cause des habitats qui sont détruits. Ces phénomènes se traduisent par la perte d'eau douce et par l'affaiblissement de l'habitat de plusieurs espèces, que ce soit le caribou, les oiseaux migrateurs ou les poissons, sans parler de l'impact sur la vie quotidienne, la santé et l'alimentation des Inuits et des habitants du Grand Nord. Mais le sud du pays est aussi touché. Les chercheurs de la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie et ceux du groupe expert intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, ont noté une hausse des vagues de chaleur dans toutes les grandes villes canadiennes, une hausse des sécheresses, surtout dans l'ouest du pays, le grenier céréalier du Canada, et on voit aussi une augmentation des feux de forêt. Au lieu de tenir compte de cette réalité, le gouvernement conservateur préfère la nier et se retirer de la Convention des Nations unies pour lutter contre la désertification. Très honteux, effectivement. L'agriculture est donc frappée très durement. Le climat est plus instable. De longues périodes de sécheresse sont suivies par des pluies diluviennes ou des tempêtes de grêle. Dans ma circonscription de Beauharnois-Salaberry, par exemple, une tempête a ravagé les champs des agriculteurs l'été dernier, détruisant choux, carottes, concombres, maïs, oignons sur son passage. Des grêlons de la taille d'une balle de golf, Monsieur le Président, sont tombés dans les champs. Et les programmes d'assurance ne sont pas du tout adaptés à de telles situations. De plus, le manque d'eau a un effet sur la productivité des terres et cela devrait s'accentuer avec les années. Le réchauffement climatique provoque aussi la multiplication des parasites, ce qui rend les récoltes encore plus difficiles chez nos agriculteurs. À noter que le nombre de fermes familiales a diminué de 8 000 sous le règne des conservateurs depuis 2007 seulement. Les effets se font sentir donc partout au pays. Mais dites-vous que ce n'est rien si on compare avec ce que sera notre vie si nous franchissons les 2 degrés Celsius d'augmentation de la température. Si le climat mondial se réchauffe au-delà de cette limite, les conséquences seront encore plus graves et les effets irréversibles. Dans le cadre de la Convention des Nations unies sur les changements climatiques que notre pays a signée, la communauté internationale a pris l'engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour éviter de franchir le cap des 2 degrés. La vaste majorité des gouvernements reconnaît la validité des données scientifiques sur le climat, celle du GIEC qui regroupe les meilleurs scientifiques du monde, celle de la Banque mondiale et de l'Agence internationale de l'énergie. D'ailleurs, selon un des derniers rapports de cette Agence internationale de l'énergie, on peut s'attendre à une hausse de 20 des émissions de CO2 d'ici 2035. C'est dans à peine 20 ans, Monsieur le Président. Donc, pourquoi cette limite de 2 degrés est-elle si importante?
La plupart des experts croient qu'au-delà de ce seuil, les conséquences seront très graves et probablement irréversibles. Par exemple, les zones riveraines seront inondées. Les prairies canadiennes, notre grenier céréalier, souffriront de 2 fois plus de sécheresse, la glace polaire et les glaciers disparaîtront, les lacs et les océans seront plus acides et les niveaux d'eau des lacs baisseront. Le nombre d'espèces marines diminuera à cause de l'acidité des lacs. Sur le plan de la santé, on pourra s'attendre à une augmentation des maladies respiratoires et infectieuses et à une hausse de la mortalité due à la chaleur intense. Pour éviter de dépasser ce seuil de 2 degrés, il faut donc une action concertée sur le plan international. Mais, pour ça, il faut que les pays développés, comme le Canada, et les pays émergents fassent front commun. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe du tout à cause de l'attitude rétrograde du Canada. Aujourd'hui, notre gouvernement blâme la Chine ou les autres pays en développement pour leurs émissions de gaz à effet de serre et il dit « si vous faites rien, ben nous, on ne bouge pas non plus ». Mais s'il est vrai que la Chine est maintenant le plus important émetteur de GES au monde, sachez que c'est aussi le pays qui investit le plus dans les énergies renouvelables. Et les pays industrialisés, comme le Canada, ne peuvent pas se soustraire à leurs obligations. C'est complètement irresponsable et inconscient. Et comment ce gouvernement peut-il donc faire la leçon aux autres alors qu'il a renié tous ses engagements sur la scène internationale? Il s'est retiré du protocole de Kyoto. Quel message est-ce que ça envoie aux autres nations, aux pays qui ont pris des engagements et qui les ont respectés? Nous avons une responsabilité historique, Monsieur le Président. Les pays industrialisés se sont développés sans tenir compte de l'impact sur le climat et aujourd'hui, on doit faire preuve de leadership. Mais ce gouvernement continue de nier les faits. Par exemple, le ministre des Ressources naturelles disait récemment, et je cite, « Je pense que les gens ne s'inquiètent pas autant qu'avant du réchauffement de 2 degrés. Les scientifiques nous ont dit récemment que nos peurs sur les changements climatiques sont exagérées. » Vraiment, c'est complètement ridicule, Monsieur le Président. Mais c'est pas tout. Le ministre des Ressources naturelles balaie aussi du revers de la main les critiques de l'Agence environnementale américaine concernant le projet de pipeline Keystone. Encore ce matin, il n'était pas du tout ouvert aux critiques et continuait à dire que les efforts du Canada étaient suffisants. Et ça, c'est sans parler de l'inaction du ministre de l'Environnement du Canada qui n'a pas encore réglementé le secteur des énergies pétrolières et gazières, le secteur le plus polluant qui émet le plus de gaz à effet de serre au Canada, monsieur. Et le Canada va d'ailleurs rater ses cibles de réduction des gaz à effet de serre de 50%, Monsieur le Président. C'est grave. Et ça, c'est les rapports de la Table ronde nationale sur l'énergie et l'environnement et les rapports du commissaire à l'environnement qui le disent. Alors, ça va nous coûter cher. La Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie évalue que si aucune mesure n'est prise, ça va nous coûter 5 milliards de dollars par année d'ici 2020. 5 milliards pour faire face aux désastres climatiques, au manque d'investissement dans les nouvelles technologies, aux pertes d'emplois dans les secteurs affectés par le réchauffement de la planète comme l'agriculture, les pêches, l'eau, la foresterie et j'en passe. Ce sont nous, les contribuables, qui devrons payer ça. Les changements climatiques nous offrent l'occasion d'investir dans le savoir, dans les technologies vertes, dans le développement durable et de créer des emplois au passage. Cette voie est la voie de la sagesse. Mais ce gouvernement va-t-il enfin entendre raison? Rien n'est moins sûr. Il est temps de mettre un terme à cette fuite en avant. Le gouvernement conservateur doit arrêter de nier les faits et prendre des mesures dès maintenant, parce que c'est maintenant qu'on les sent, les effets du changement climatique. Le ministre des Ressources naturelles, en niant l'urgence d'agir, est irresponsable. Nos émissions de GES ont augmenté à 102 millions de tonnes, donc 1 million de tonnes supplémentaires depuis 2011, et on s'éloigne de la cible de 607 millions de tonnes, de réduction d'ici 2020. Le commissaire à l'environnement et la table ronde sur l'environnement et de l'économie affirment que le gouvernement ne pourra pas du tout respecter ces cibles, je le répète. Mais les conservateurs préfèrent se retirer du protocole de Kyoto, couper dans les programmes scientifiques, accuser les OGM de blanchiment d'argent et d'être des redoutables terroristes. Et en plus, ils ont éliminé 99% des évaluations environnementales du pays. Qui sont les radicaux? Trouvez l'erreur.
D'un autre côté, nous, Monsieur le Président, le NPD, on propose de prendre des mesures très concrètes dès maintenant. Et voici un aperçu de ce que le NPD propose. D'abord, de mettre un prix sur le carbone qui pourrait justement faire en sorte qu'on puisse faire un pas vers le fait d'honorer nos engagements internationaux. On a demandé d'édicter une loi sur la responsabilisation, de rétablir le programme Éco-énergie, entre autres, de mettre un terme aux subventions pétrolières de 1,3 milliard par année et de les réinvestir, entre autres, dans les énergies renouvelables. Donc, j'espère que la proposition de motion présentée par ma collègue d'Halifax fera l'unanimité et qu'on pourra ensuite, justement, aller de l'avant dans la lutte au changement climatique. Merci. Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable member for Kingston and the Islands.